Salut à tous, ici Stranger Jazz et c'est parti pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de combustion spontanée au travers de faits divers pour le moins très troublants. La combustion humaine spontanée est l'apparition prétendue de flamèches ou de flammes sur un corps vivant. Qui consisterait donc à réduire les corps à l'état de cendre, partiellement ou totalement. De plus, de très nombreux cas ont été rapportés depuis le XIVe siècle. Mais avant tout ça, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, prenez donc quelques secondes pour le faire, c'est gratuit et c'est très rare de nos jours. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne pas louper le futur épisode qui traitera des freak shows. Et si mon travail vous plaît, mettez-moi un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Pour commencer, je vous parlerai du cas de Béatrice Oski qui a littéralement pris feu dans le fauteuil de son salon, puis je vous raconterai l'histoire d'un pompier qui avait pourtant l'habitude d'affronter des incendies au cours de sa carrière, mais qui aura quand même malheureusement péri dans les flammes au sein même de son propre lit. Je tiens tout de même à vous préciser qu'il y aura des photos des victimes dans cet épisode, même s'il ne reste plus grand chose des corps, pour les plus sensibles, abstenez-vous. En fin d'épisode, je vous apporterai quelques explications avec des théories médicales, histoire de mieux comprendre le phénomène. Tout de suite, le générique. « 1979 à Bolingbrook dans l'Illinois aux États-Unis. En cette fin de semaine de Thanksgiving, Béatrice Rodriguez Oski dit au revoir à son fils qui part pour le week-end au ski. Elle lui souhaite bien sûr de bien s'amuser tout en restant prudent, car les accidents de ski c'est bien connu, puis elle referme la porte. Cette femme, âgée de 51 ans à l'époque, était déjà connue pour avoir un petit problème d'alcool ainsi qu'une consommation excessive de tabac, ce qui lui a déjà causé un accident auparavant. Elle s'était endormie, clope au bec, et s'était réveillée avec une flamme au niveau de l'abdomen, ce qui lui aurait quand même infligé une blessure de 5 cm sur le ventre. Elle était également reconnue handicapée, due à l'appareil qu'elle portait à la jambe gauche et à son diabète. C'était donc très régulièrement qu'elle restait seule à la maison devant son écran de télévision. Le lendemain matin, Shelly Oski, son ex-belle-fille, toque à la porte pour venir récupérer des affaires. Mais aucune réponse. Elle patiente alors un moment, connaissant l'handicap de Béatrice, puis décide finalement de rentrer. À peine la porte ouverte, qu'une odeur de fumée lui imprègne les narines. Elle commence alors à la chercher, mais dans son élan de panique, ne la trouve pas. Il fait encore très chaud dans la maison, et il ne fait aucun doute qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Ni une ni deux, elle appelle les pompiers qui, en arrivant sur place, constatent cette fumée, mais ne sentent aucune odeur particulière, comme celle d'un corps qui aurait pu brûler, et pourtant, ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont voir. Au milieu de la pièce se trouve le fauteuil de Béatrice, totalement calciné. Il ne reste qu'un amas de cendres d'objets pas vraiment identifiables. Les pompiers pensent alors tout d'abord à une sorte de feu de joie, puis en inspectant de plus près, retrouvent alors une jambe, puis la seconde équipée d'une prothèse. Mais où est passé le reste du corps? Après donc quelques minutes à essayer de comprendre quelque chose, ils ont finalement réalisé qu'une personne assise dans son fauteuil avait littéralement pris feu. Le corps de Madame Oski s'était consumé de la tête aux genoux, littéralement brûlé jusqu'aux os, et pourtant des objets encore intacts se trouvent juste à côté de la victime, comme un journal à moins de 30 cm d'elle ou un briquet jetable. Il n'y a presque aucun dommage réel qui n'ait été constaté dans toute la pièce, hormis le corps calciné de Béatrice, ce qui est incompréhensible pour les pompiers, ainsi que la police en charge de cette affaire. Alors même si par le passé il lui était arrivé d'être imprudente, comme je vous l'ai dit auparavant, un expert en incendie est formel sur le fait que le feu a démarré de l'intérieur et qu'il est extrêmement rare de retrouver des victimes d'incendie
avec le torse et les organes internes complètement brûlés. En effet, habituellement on retrouve toujours des parties importantes du corps, car c'est surtout l'extérieur et les extrémités du corps qui prennent feu, comme le nez, les doigts ou les oreilles. Mais dans ce cas-là, il ne restait qu'à peine 30 kg de son poids initial de 60, la moitié de son corps est littéralement partie en fumée. Comment la chaleur du feu a pu être aussi conséquente qu'elle a réduit la victime à l'état de cendre, sans pour autant atteindre les autres objets inflammables de la pièce? Le mystère reste entier. Après cette histoire quelque peu étrange, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est la crémation, histoire de mieux comprendre nos histoires. La crémation consiste à brûler et réduire en cendres les corps d'une personne décédée. On parle aussi d'incinération. Elle est réalisée dans un crématorium dans un délai de 6 jours, au plus près de la date du décès, sauf exception. Ce processus dure en moyenne 1h30. Il consiste à insérer un cercueil dans une chaleur de 850 degrés et pourtant, après, il faut réduire les restes mortels, c'est-à-dire les ossements. Car cette chaleur ne permet pas de réduire un corps directement à l'état de cendre. Je trouvais très judicieux d'en parler car dans ce cas de figure, ça voudrait donc dire que nos victimes se seraient transformées en véritables fournaises vivantes de plus de 1000 degrés. Mais alors comment fait-on pour dégager une chaleur de plus de 1000 degrés sans pour autant faire brûler le reste de sa maison? 1986, à Crown Point, toujours aux États-Unis, un pompier de 58 ans, du nom de George Imott, qui a combattu plus d'une centaine d'incendies au cours de sa carrière à New York, sans jamais ne s'être blessé, est retrouvé complètement calciné sur son lit. George venait tout juste de prendre sa retraite et souffrait depuis peu de problèmes pulmonaires, sûrement dus à sa profession. Hospitalisé quelque temps auparavant, il ne tardera pas à retrouver son appartement, équipé d'une bouteille d'oxygène enrichie et de quelques médicaments pouvant l'aider à mieux dormir la nuit. Ken Dalmott, le fils de George, avait pris pour habitude de lui rendre visite chaque soir afin de s'assurer du bien-être de son paternel. C'est donc un soir de mars qu'il se rendit au domicile, car il n'avait pas pu passer la veille à cause de son travail. À peine arrivé sur les lieux, il constate que la poignée de la porte d'entrée est très chaude. Il a alors compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En ouvrant la porte, il sentit une odeur de métal brûlé ainsi qu'une forte chaleur dans la pièce. Il a donc commencé à appeler son père de toutes ses forces, tout en continuant à avancer dans l'appartement sombre, causé par les fenêtres noircies de fumée. C'est finalement arrivé dans sa chambre qu'il découvre le lit totalement carbonisé et qu'il comprend alors que son père n'est plus de ce monde. Par la suite, les résultats de l'enquête sont pour le moins très troublantes car comme dans l'affaire précédente, nous retrouvons des objets intacts. Les photographies prises sur les lieux de la tragédie ce soir-là le montrent bien. Il y a une marque en V sur le lit, ce qui symbolise bien le départ de feu. Les gras corporels, les draps, tout a brûlé jusqu'au plancher, ce qui ne fait nul doute qu'il s'est littéralement enflammé dans son lit. La maison n'a même pas pris feu, alors qu'il y avait pourtant des allumettes posées juste au-dessus d'un ventilateur qui se trouvait lui-même à peine 15 cm de traces de feu. Alors comment les allumettes ne se sont-elles pas enflammées? Et c'est pas le pire, car à mesure qu'il progresse dans l'enquête, il ne cesse de faire des découvertes troublantes. Une substance graisseuse recouvre toutes les surfaces horizontales de la pièce. L'eau des toilettes s'est complètement évaporée, ce qui veut dire que la chaleur devait être extrêmement conséquente. La maison n'a pas brûlé, mais pourtant il retrouve à l'intérieur du frigo le beurrier en plastique complètement fondu, ainsi que des saucisses à hot dog qui semblent avoir été complètement bouillies dans leur emballage encore fermé. Et pourtant, le frigo est resté intact, ce qui est quand même invraisemblable. Mais combien de degrés pouvait-il faire dans cette maison? Bien évidemment, ils ont recherché des accélérants, du gaz, de l'électricité et des combustibles, mais absolument rien. Même la foudre a été envisagée, mais la météo était clémente cette nuit-là et aucune trace de cela n'a pu être relevée. Les enquêteurs commencent toujours leur travail en essayant de trouver l'origine du feu, d'où la forme en V retrouvée sur le lit. Cependant, des policiers ont également remarqué des marques en V au-dessus d'une prise de courant électrique,
Ce qui leur a donc fait penser qu'un arc électrique aurait pu sauter de la prise pour aller directement sur le lit de George Mott. Seulement, après avoir fait des études plus poussées sur cette fameuse prise, il ne fait nul doute que cet autre départ de feu vient du rideau juste au-dessus et non de la prise en question. Donc ça serait plutôt le lit qui aurait impacté le rideau, ce qui nous ramène au point de départ. Le suicide n'a pas été écarté, mais là encore, ils n'ont absolument rien trouvé pour expliquer une telle situation. Toutes les pistes mènent à George Mott lui-même et les seuls indices qui permettent de l'identifier sont le bout de sa jambe droite brûlé jusqu'au genou et son crâne qui, selon ses proches, semble avoir rétréci. À part ça, il ne reste plus que des cendres et de la poussière calcinée. Il n'en reste malheureusement moins qu'après une incinération funéraire. La seule vraisemblable théorie envisagée serait que George Mott serait atteint d'un dérèglement chimique corporel dû à la dépression. L'explication la plus what the fuck, parce que quand même, si chaque personne en dépression brûlait, on retournerait vite à l'époque de Jeanne d'Arc. Comment la température corporelle d'un corps peut-elle atteindre une chaleur aussi extrême? On sait que dans quelques cas étranges, il est arrivé à l'hypothalamus, zone du cerveau, de déclencher l'hypothermie chez des victimes, qui n'étaient pas forcément en cas d'hypothermie. Mais là, on parle de l'opposé extrême. On parle de combustion. Aucune étude sérieuse ne peut l'expliquer. Et il n'y a aucun cas connu au-dessus de 40 degrés. De plus, il faudrait une chaleur de plus de 90 degrés pour que les grains corporels s'enflamment. La médecine ne connaît actuellement aucun cas où cela est possible. De plus, on ne saura jamais comment cet incendie a pu être aussi sélectif dans les dégâts qu'il a causés. Ce qui rend la mort de George Mott complètement mystérieuse. J'espère que je vous aurai pas trop traumatisé avec ces histoires qui viennent tout droit d'un épisode d'X-Files. Alors comment ce phénomène se produit-il et pourquoi c'est tombé sur eux? Le point commun entre toutes ces victimes, en dehors d'être une femme, car oui, en effet, elles sont bien plus nombreuses que les hommes à avoir rencontré ce phénomène, est bien sûr l'alcoolémie. Je tiens quand même à préciser que c'est pas pour autant que toutes les femmes sont alcooliques, à part peut-être en Bretagne. Il y a aussi le facteur dépression, comme dans l'histoire de George Mott, qui causerait donc un dérèglement chimique corporel. Il ne fait également nul doute que dans la majorité des cas, ce sont souvent des personnes seules, isolées et pas au top de leur forme. Cependant, il existe aussi pas mal d'histoires de combustion spontanée en public, comme dans un bal de lycée, une boîte de nuit et plus récemment dans un parc de jeux pour enfants en Allemagne. Ce qui rend le phénomène encore plus troublant. De plus, il y a de nouveaux cas chaque année, ce qui fait que ce n'est plus un mythe, mais bel et bien une réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous ferai certainement une vidéo sur les cas de combustion spontanée en public. Si vous avez la moindre question ou juste envie de papoter, n'hésitez pas à m'écrire un message dans les commentaires. Un énorme merci de m'avoir écouté jusque là, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un spécial Freak Show.